Bonjour, Bonjour Stacy. bienvenue ici à Change Now sur cette scène. Alors la première question évidemment qu'on se doit de poser, c'est Ulteria, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Oh, c'est compliqué. Une grosse question. Alors, Ulteria, nous on l'appelle écosystème créateur de valeur avec un S pour l'homme et le vivant. Ça ne te dit pas grand-chose. Ulteria, moi j'aime bien le définir par plus un chemin que quelque chose d'arrivé. Ulteria, c'est une entreprise au départ assez classique, qui s'est engagée dans la transition écologique et sur une base tout à fait là aussi classique de l'industrie. Donc nous fabriquons du mobilier, de l'agencement en bois massif ou en matériaux biosourcés, pardon, et pour le retail, pour les coworking, pour voilà, plutôt ou du tertiaire ou du magasin. Voilà, ça c'est notre base et on a plutôt un chemin de vie qui nous a amené à créer autre chose, à envisager l'entreprise comme peut-être un bien commun, comme quelque chose orienté à intérêt général. Se poser la question, est-ce que vraiment, tu as dit fondateur, je suis cofondateur, j'ai mon associé Sébastien, voilà, est-ce que cette entreprise, elle nous appartient vraiment? Est-ce qu'on en est les propriétaires? Est-ce qu'on en est les intendants, etc. Et toutes ces réflexions nous ont amené à créer Ulteria. Donc au départ, vous avez vraiment cette ambition quand même de, certes, aller dans un secteur industriel qui est aujourd'hui perçu un peu comme à la source, à la racine de tous les problèmes qui sont en train de nous arriver, avec vraiment l'idée de se dire on va faire mieux, on va essayer de se questionner, on va essayer d'apporter une nouvelle dimension. Non, alors si je veux être sincère, pas du tout. Ouais, ok. Voilà, pas du tout. Moi là j'ai 50 ans, Ouais. je suis tout à fait classique, moi je suis du Nord, plutôt milieu bourgeois catholique, aucune conscience environnementale, zéro. Ok. Voilà, moi, autant le côté social m'a beaucoup touché. J'ai passé 2 ans dans un bidonville en Colombie. Cette partie-là, oui, de l'écologie, mais la partie environnementale, pas du tout. Et à 30 ans, après 5 ans chez L'Oréal, donc là aussi très très classique, on a repris une entreprise, Sébastien et moi, avec l'envie d'être indépendant. Voilà, c'était ça qui nous menait. Moi, je suis très impressionné de voir les gens qui ont parlé avant moi, qui ont une conscience écologique depuis toujours. Voilà, moi, je ne l'avais pas. Et c'est avec l'entreprise, où au départ, quand on a racheté une entreprise dans Lyon, dans un territoire rural à côté de Joigny. Laure, elle a parlé de, voilà, donc dans la France oubliée, on l'appelle, zone de revitalisation rurale, etc. On a repris une menuiserie là, une trentaine de personnes, et puis on a eu notre chemin entrepreneurial au départ, très focus, comme tout chef d'entreprise, sur comment est-ce qu'on fait gagner de l'argent notre entreprise, comment est-ce que la réussite d'une entreprise est une réussite économique. Voilà, donc comment est-ce qu'on dégage le maximum de valeur, mais valeur égale euro, alors qu'il y a plein d'autres sortes de valeurs. Voilà, donc nous, on s'est engagé là-dedans. Ça nous a plutôt pas trop mal réussi. Et petit à petit, c'est grâce à au milieu dans lequel on a exercé. Comme on fait du mobilier écologique, on a équipé à peu près 90%, je pense, des magasins bio de France. Et du coup, grâce à ces gens-là, j'ai rencontré des Laure, j'ai rencontré des Julien, etc., des Moots. Et petit à petit est venue une conscience environnementale. Il y a quand même un moment, il a fallu peut-être un catalyseur qui pour nous a été une proposition de rachat. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on est entrepreneur, on peut faire fortune. Et nous, il y a des Américains qui sont venus nous voir, un groupe américain qui voulait nous racheter. Je vous passe les détails, on a failli le faire et finalement on a stoppé le process au dernier moment et puis on s'est dit non, en fait l'entreprise peut-être ça peut être autre chose que uniquement faire du fric. Et du coup on a gardé l'entreprise et on l'a engagée dans une autre comment dire, dans un autre mouvement, ouais, dans autre chose. Je continue. Ouais, je sais qu'on avait parlé de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie régénérative. Il y a de plus en plus de personnes qui en parlent. Moi, je ne suis pas dans ce milieu, donc à chaque fois que je suis là, je dis « Ok, ça a l'air bien », mais en vrai, c'est quoi? Alors, en ce moment, l'économie régénérative, c'est le grand mot à la mode. C'est pas encore défini. Le monde académique est en train de s'en occuper. Là, je suis en train de remplir des enquêtes, justement, parce que comme on est un peu dans ce milieu, voilà, l'économie régénérative, c'est comment est-ce qu'en tant qu'entreprise, on peut, au lieu d'extraire pour produire et ne pas régénérer, vu on sait qu'on est à ressources finies. Voilà, donc nous, on n'y est pas. Notre manière d'y arriver, c'est de s'occuper de notre territoire. Nous, je pense qu'on est régénératif via notre territoire. Donc, suite à un peu, donc c'était 2015-2016, on s'est dit, ok, nous ne suivons pas
comment dire, le schéma classique qui pourrait être classique d'un entrepreneur, qui pourrait être de vouloir faire fortune, et de laisser l'entreprise ensuite un peu l'abandonner, peut-être l'abandonner, la vendre, etc. Nous, on s'est demandé comment est-ce qu'on peut protéger notre entreprise, justement, qu'elle soit détournée de sa vocation initiale. Donc, on a créé une fondation, un fonds de dotation, auquel on a donné 10% des actions de notre groupe, avec quelqu'un de la fondation qui est dans notre organe de gouvernance du groupe et qui a droit de veto sur les décisions structurantes pour le capital. Donc, la personne morale de notre entreprise. Une entreprise, c'est une personne morale, il n'y a personne dedans, et on lui a accolé un adjectif un petit peu connoté qui est moral. Donc cette personne morale, en droit, on en fait ce qu'on veut. Les personnes physiques en font ce qu'ils veulent. Nous, on a essayé de trouver un système, et on n'est pas seul. Hein. Il y a Bureau Vallée, il y a Léa Nature, il y a CETI, il y a Naos, groupe Naos, Bioderma. Voilà, on est tout un collectif engagé là-dedans, où on se dit, OK, l'entreprise a une mission, a une raison d'être, elle a des parties prenantes à protéger, les personnes physiques peuvent exercer leur liberté, et c'est bien normal, je tiens à exercer ma liberté, mais néanmoins, comment on fait pour protéger l'entreprise? Donc on a une fondation qui est là pour veiller, il y a Patagonia qui nous a bien aidé dans la communication. Voilà, tout à fait. Donc ça a été notre premier move. Le deuxième, c'est que d'une visée purement économique, nous, on a voulu engager notre organisation dans l'écologie. Moi, l'écologie, pour moi, c'est quand on arrive à un juste équilibre entre une partie économique, en tout cas pour une entreprise, une partie économique, une partie sociale, une partie environnementale. Vous savez, un peu l'ikigai, là, au centre de ça, on peut construire un monde durable. Et l'entreprise s'inscrit dans un monde durable. Le problème que j'identifie, c'est qu'entrepreneur, on est très forcé de s'occuper très fort de la partie économique, parce que sinon on risque de déposer le bilan. Et je vais prendre l'exemple d'un bâtiment qu'on a construit. Nous, on a construit un bâtiment en cradle to cradle, au top du berceau, qu'on peut déconstruire, dont les matériaux peuvent être réutilisables, etc. Matériaux au top de l'écologie. Ce bâtiment, il nous a coûté plus cher que si on avait tapé sur Google, bâtiment pas cher, etc. Ouais. Et en faisant ça, on a des loyers qui sont évidemment un peu supérieurs à un bâtiment pas cher. Néanmoins, on a vraiment la conscience que nous n'avons pas créé de dette sociale. On sait d'où viennent tous les matériaux, on sait qui les a faits, etc. Et on n'a pas créé de dette environnementale. Et en tant qu'entreprise, si vous voulez maximiser votre valeur économique, vous créez par essence une dette sociale, une dette environnementale, mais ce n'est pas nous qui la payons. Voilà. Donc voilà, nous on essaie de rentrer là-dedans. Alors j'entendais, je ne sais plus, c'est Laure qui disait il va falloir qu'il y ait des gens aussi, il y a l'aspect théorique, et c'est ce que je fais pour l'instant, je parle beaucoup de théorie. À un moment, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Donc nous on s'est dit, bon, on est entrepreneur, on est industriel, donc on a envie de faire. Donc on a acheté un terrain de 10 hectares entre les vignes, dans la campagne de Serres, à Saint-Brie-le-Vineux, en 2017. Et sur ce terrain, on s'est dit, nous on va faire notre expérience d'écologie sur base d'une entreprise. C'est une entreprise qui lance ce projet. Donc, sur ces 10 hectares, on a eu l'idée, l'intuition de mélanger des besoins de l'homme qui sont le travail, l'éducation, le lien social et se nourrir. Donc, vous pouvez venir nous voir. On a une usine, l'usine dont je vous ai parlé, l'usine de Mobilwood, qui est notre menuiserie industrielle de 4500 m². De l'autre côté, on a une ferme. On a une ferme une chèvrerie. On a une bonne centaine de chèvres. En agroforesterie, bio, bien évidemment. Il y a quelque chose qui était important pour nous. Voilà, et ça me donne l'occasion de dire que ce que nous avons créé chez Ulteria, je pense que, on ne peut pas dire que c'est un modèle reproductible, c'est plus qu'est-ce qui faisait sens pour nous, il y a peut-être quelques invariants, mais c'est très important que ces initiatives elles soient ancrées dans une réalité et un territoire. Et nous, ce qui faisait sens pour nous, moi j'ai 4 enfants, mon associé il y en a 6, donc on est pas mal, ça nous touche, l'éducation nous touche. Moi j'ai un enfant pour qui le parcours scolaire est difficile, et on s'est dit on a envie de monter une école. Donc dans notre projet d'entreprise, on a monté une école, on a choisi la pédagogie Montessori, une école alternative. Qui n'est pas encore sur le terrain, mais... Qui n'est pas encore sur le terrain. Nous cherchons 700 000 € pour construire le bâtiment. 700 000 €, c'est 14 fois 50 000 €, c'est quand même pas... C'est 28 fois 25 000 €, c'est pas la mer à boire.
si jamais vous avez... Voilà, j'en profite, excuse-moi. On va lancer un Tipeee. Excuse-moi, voilà, c'est ça. Donc elle existe depuis c'est la 7e année, il y a 50 enfants, c'est une école, j'en profite pour dire, hein, c'est pas une école pour les employés qui vont aller à la crèche, à l'école, on va bien les picouser, et puis non, c'est une école pour le territoire, ça fait déménager des familles, on s'est rendu compte depuis 2-3 ans, il y a beaucoup Enfin, je vois pas mal de parents qui sont très 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 préoccupés, et le télétravail permet ça, d'avoir une école, un endroit où ils ont envie d'engager la transition, et Ulteria pour quelques familles a été un réceptacle et ils sont venus, ce qui permet aussi de dynamiser le territoire, etc. etc. Et dans notre échange préparatoire, il y a un truc que je trouvais hyper intéressant, c'est que vous faites toutes ces choses à votre échelle, entre vous, etc., et aussi pour le territoire, mais il y a aussi une volonté finalement que ça reste pas ici, que ça aille ailleurs, que ça essaime, que finalement d'autres personnes puissent récupérer ce qu'il y a là et aille refaire la même chose ailleurs en se disant est-ce que je veux faire la même chose? Tout à fait, peut-être pas. Mais en tout cas, on est dans une logique qui est anticapitaliste finalement. Oui, je crois qu'on en est réduit à dire ça. Moi, anticapitaliste, j'ai toujours peur que ce soit taxé, qu'on part dans les extrêmes et que du coup on puisse même plus échanger. Non, ici, ça va. Mais oui, il va falloir changer les règles du jeu, c'est sûr. Et nous, c'est important ce que tu dis, c'est que notre initiative, on nous parle souvent du familistère, etc. Enfin, il y a d'autres choses qui ont été créées, peut-être un peu paternalistes. Enfin, nous, c'est vraiment, évidemment, toute initiative part de quelqu'un, mais l'idée, c'est comment est-ce qu'on la diffuse, comment est-ce qu'on bosse, public, privé, citoyens ensemble. Moi, je ne crois pas aux initiatives purement entrepreneuriales, enfin purement entreprise, purement citoyenne. Il faut absolument qu'on arrive. Le secret il est là-dedans. L'ADEME, avec laquelle on travaille beaucoup, elle nous aide vraiment bien là-dedans. Et en effet, moi, le scale-up, le fameux scale-up, là, moi, ça commence à me donner des boutons parce que c'est encore faire plus. Il faut des milliards pour déployer plein de petits Ulteria. Non, ça n'a aucun sens. Nous, et moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre le titre là, de l'intervention, ce truc de récit, d'imaginaire. Je me dis, qu'est-ce qu'ils sont encore allés... qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Et en fait, je l'ai compris parce que notre initiative, elle est toute petite, elle n'est pas très connue, mais quand même, elle commence à avoir... on a été dans Kaizen, etc. Elle commence à avoir un petit peu d'aura. Du coup, on vient de plus en plus nous voir, des associations, des citoyens, L'Oréal, j'ai le Roi Merlin qui vient mercredi. Enfin, on a un peu tout, des maires, etc., qui viennent voir le truc. Et je vois, quand je raconte l'histoire, quand les collaborateurs, on est une centaine, quand les collaborateurs, chacun on intervient, il y a une visite qui dure à peu près une journée où on explique un peu notre parcours. Je vois des moments, des choses s'illuminer et j'apprends petit à petit qu'en effet, ces récits servent. On ne sait pas trop comment ça fonctionne, mais on a besoin de s'identifier, on a besoin de joie. C'est Moutz là, qui parlait beaucoup de ça, ça m'a fait... moi, ça a été un... Voilà, de temps en temps, on s'est dit, j'ai pas la joie, et je me dis, mais ça marchera pas sans ça, quoi. Finalement, c'est une question d'empathie aussi, c'est une question de se dire, en fait, on parle d'humain à humain, je suis en train de susciter des émotions aussi chez l'autre, et c'est un truc qu'on a vachement perdu. Enfin, l'écologie, pendant un temps, a été très froide, enfin, Valérie Martin le rappelait, c'était envoyer des chiffres dans la tronche de notre interlocuteur pour aussi se sentir intelligent, montrer, regarde, je maîtrise mon sujet. Est-ce qu'on pourrait pas dépasser ça, dépasser cette envie de se sentir un peu au-dessus et de montrer qu'on maîtrise toutes nos questions, et de se dire, en fait, peut-être qu'en partageant mon histoire, en partageant juste de manière hyper sincère, comme vous l'avez fait, en disant à la base, moi, la question environnementale, c'est pas forcément ce que j'avais en tête, mais avec des rencontres, avec d'autres histoires, je m'y suis mis. Ouais, je me suis mis, et je m'y suis mis aussi le jour où j'ai, en tout cas, ma définition de l'écologie, sémantiquement, c'est très souvent confondu avec l'environnement. Et je vous l'ai dit au départ, moi, ce qui me touche, c'est les enfants. Voilà, les enfants blessés, etc. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et du coup, moi, quand on me disait, oui, il faut aller sauver le babouin à bec rouge en Nouvelle-Guinée, etc., filer 50 000 balles, même limite, j'étais contre. Et maintenant, j'ai pas mal évolué. J'ai compris le principe de One Health, enfin, en tout cas, la santé pour tout le monde, santé, la terre, tout est lié, etc. Donc, en fait, on a chacun notre place, on est touché chacun par quelque chose de différent, et c'est super bien comme ça. Et comment est-ce que, nous, comme on touche à plusieurs secteurs, l'éducation, l'agriculture, le travail, on a aussi essayé pas mal de choses en termes de management libéré, des choses comme ça. J'ai remarqué qu'on touche, et puis les personnes, il y a un endroit où c'est très sensible, et bing, et ça leur donne peut-être l'occasion d'engager quelque chose, de faire un premier pas. Et ce que ça évoque chez moi, tout ça, c'est finalement que quand on veut parler de ces questions, qu'elles soient écolo, féministe ou autre, il y a un moment donné où il faut faire preuve d'une forme d'intelligence intellectuelle, certes, mais
d'une intelligence aussi émotionnelle. En tant qu'activiste, quand on essaie justement de faire basculer certains acteurs, de toucher à des endroits qui sont un peu encore touchy, ce qu'on essaie d'appliquer comme stratégie, de se dire, oui, les rapports du GIEC sont profondément importants quand on parle de climat, sont profondément importants pour nous en tant que militants, mais quand on s'adresse à des acteurs du monde économique, quand on s'adresse à des personnes du territoire, à nouveau, je prends souvent l'exemple de ma famille, mais moi, si je vais et que je leur mets sur la table les 500 pages du rapport du GIEC, ça ne sert à rien. C'est comment est-ce qu'on regarde aussi où est la personne à laquelle on est en train de s'adresser, qu'on est en train de faire preuve en fait, d'une forme d'écoute, d'une forme d'empathie à nouveau, que là, on a une chance d'y arriver. Quand on parle du projet ECOP, dont on parle beaucoup en ce moment et sur lequel je suis engagée, Total Energy, les acteurs du monde de l'assurance, du monde bancaire, si je leur parle, moi, du rapport du GIEC, oui, ils vont me dire, vous êtes bien mignonne, mais on les a vus passer. Mais en revanche, si je commence à leur faire comprendre que leur business, il n'a aucune chance de survivre dans un monde qui est en train de s'effriter, dans un monde où les ressources naturelles sont totalement épuisées, et qu'en plus, ça va leur coûter une blinde, là, c'est un peu comme la machine de la loterie, où ça fait tin, 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 et en fait, ils comprennent que, en fait, ok, ils sont un peu relous, mais je comprends. Et quand on a des acteurs du monde financier, du monde économique qui sont en train de nous dire « oui, le risque climatique est le premier risque auquel on va devoir faire face », on se dit qu'en fait, oui, c'est une question d'imaginaire, c'est une question de récit, c'est une question de mots, de sémantique. Et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de montrer que pendant longtemps, ce domaine des mots, du vocabulaire, a été monopolisé par une partie de la population qui est née au bon endroit, qui a eu les bonnes ressources, qui a accédé aux bonnes écoles, qui a appris à s'exprimer. Faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce que vous êtes en train de faire, de parler sur une scène face à des gens. Ça demande non seulement, évidemment, de la force intérieure, mais ça demande aussi d'avoir des codes. Et c'est à nous, collectivement, de réécrire ces récits et de se dire, on ne va pas leur laisser la plume, on ne va pas leur laisser le micro, parce qu'en fait, on se retrouve dans une histoire qui nous amène toutes et tous collectivement dans le mur. Et ce mur, ce n'est pas uniquement nous qui allons nous le prendre, mais c'est aussi les générations futures. Et je pense qu'on a une force intérieure, un pouvoir, et ce pouvoir, c'est celui de dire à un moment donné, notre histoire, elle compte tout autant que celle des autres. Et c'est pas parce qu'on n'a pas 4 millions sur le compte en banque, ou parce qu'on n'a pas allé sur la Lune faire un aller-retour pour montrer qu'on était très fort, que ce qu'on est en train de vivre n'a pas son importance. Je pense que écouter chacune les histoires, les récits que vous pouvez partager, ce que vous avez pu vivre, c'est ça que vous avez de plus fort. Et c'est pour ça que Change Now est là, pour vous rappeler qu'en fait, ce qui nous lie, c'est qu'on est humain, qu'on est en vie, et qu'après, il y a la mort, et qu'on aura quand même laissé des choses sur la planète, et c'est nos histoires. Donc je vous prie de réinventer ces récits collectivement. Je vous remercie. Merci.